Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, on parlera d'un tweet d'acheteur qui est très pertinent, on verra ensuite les altcoins, un trade que j'ai toujours également sur Ether, et on analysera 3 cryptos que vous me demandez d'analyser. Alors sur BTC, il se passe pas grand chose, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas rester discipliné à faire une analyse, à voir les différentes opportunités qu'on peut avoir, et moi aussi, tout comme vous, je peux avoir la flemme des fois, des journées qui vont être plus difficiles que d'autres, mais c'est là où quand on est discipliné, ça nous permet tout simplement de faire quand même des choses quand on n'a pas spécialement envie de les faire, et ça c'est ce qui nous permet d'être constant, productif, et ce qui nous permet tout simplement d'être rentable sur le long terme. C'est pas je trade quand j'ai envie, bien sûr, j'ai un cadre, j'ai des règles que je respecte, et moi comme je dis, ça peut m'arriver d'avoir des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais faut quand même être là. Alors c'est pas non plus se forcer, sinon je ferais pas ce que je fais, mais voilà, il y a la motivation, il y a la discipline, deux choses qui sont totalement différentes. La motivation c'est bien, mais c'est pas ce qui vous permet d'être présent et d'être là quand vous avez un coup de mou. C'est la discipline qui vous permettra ça. Donc voilà, c'était pour faire comprendre que même dans des journées où il se passe pas grand chose, on essaye quand même d'être présent, et vous qui regardez cette vidéo, vous êtes présent actuellement, et vous faites au moins le minimum pour vous tenir au courant du marché. Je commence par ici un tweet d'acheteur qui est très intéressant, qui nous partage tout simplement le coût de revient pour les mineurs de Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous minez du BTC, vous investissez dans deux choses. Vous investissez dans des composants informatiques et vous investissez dans le coût de l'électricité. J'ai envie d'appeler ça comme ça, c'est le coût de l'électricité. Et voilà, vous avez tout simplement un prix de revient automatiquement. Si vous avez des coûts élevés au niveau de l'électricité et des composants informatiques, des appareils informatiques pour miner du BTC qui sont également élevés, vous pouvez ne pas être rentable. Souvent, c'est pas un problème de composants informatiques, de matériel pour miner. J'ai pas les termes exacts, je suis pas du tout un mineur, absolument pas. Mais ce qui compte surtout, c'est le prix de l'électricité. Et on voit ici, il nous dit tout simplement le prix moyen pour des mineurs pas des mineurs non pro, d'accord, c'est 5 à 7 centimes. Ce qui nous envoie sur ici un coût de revient entre 64 000 $ et 85 000 $. On parle ici de mineurs non institutionnels, j'ai envie de dire des mineurs retail, d'accord. Donc ça nous montre déjà que dans cette zone-là, on a une première catégorie de personnes qui sont les mineurs retails, et alors c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller plus bas, mais historiquement parlant, le marché va très rarement en dessous des coûts de production. Hop. Maintenant ça dépend à combien on le met. Si on part sur 5 centimes pour, comme je dis, des retails, on est en plein dedans. C'est-à-dire que actuellement on peut avoir des mineurs qui vendent à perte, et on le voit sur le tweet, ceux qui sont à 85 000 $, c'est le cas. Lorsqu'on était à 78, à 79, 79, il y en a également pas mal. Maintenant, moi, à vérifier, il faudrait que je me renseigne, mais à un moment, j'avais vu comme quoi des mineurs pro pouvaient récupérer ici un coût de l'électricité à 3,5. Donc ce qui nous donnerait ici un prix plancher entre les 40 et les 70 000 $. C'est pour ça il précise bien ici, on est sur 5 à 7 centimes, c'est un coût moyen supérieur à celui des mineurs pro, donc automatiquement on peut se dire que des mineurs pro ont un coût de revient inférieur à 64 000 $. Ce qui fait que historiquement le coût de revient automatiquement il double à chaque halving, mais c'est très rare qu'on passe en dessous. On peut revenir le chercher, on peut consolider juste au-dessus comme on était ici à 15 000 $, mais c'est pour ça que historiquement il y a très peu de chances qu'on ait un BTC qui revient chercher sous les 41 000 $. Donc c'est pour ça que ça nous permet d'avoir tout simplement la valeur intrinsèque, j'ai envie de dire, pour le BTC. C'est bien de tracer des Fibos, c'est bien de tracer des niveaux de support, et je suis le premier à faire ça. Maintenant, avoir une représentation encore plus réelle, qui est tout simplement le coût de revient des mineurs, c'est eux qui sécurisent le réseau, la blockchain et le Bitcoin, et sans eux, on n'en serait pas là, j'ai envie de dire, aujourd'hui, et c'est eux qui permettent de maintenir le réseau, et automatiquement, ça nous permet d'avoir une représentation d'où se trouve leur coût de revient. Automatiquement, quand ils sont en bénéfice, ils vont tout simplement prendre potentiellement des profits. Par contre, ils vont pas spécialement vendre à perte. Donc ça nous permet d'avoir un point de repère intéressant où si le BTC y va, il y a des chances tout simplement de poser un bottom, parce que comme je vous dis, historiquement, on est revenu chercher très peu de fois déjà ce nuage ici, et encore moins le prix plancher, où à chaque fois qu'on est venu le chercher, on a posé un bottom dessus. Donc voilà, ça maintient ma conviction sur Bitcoin sur du long terme, où si on doit poser un bottom, admettons on est en bear market, on prend le pire scénario, et ça c'est quelque chose que vous devez faire. À partir du moment où vous tradez, vous investissez, vous devez toujours prendre en compte le pire scénario. Ça vous permet tout simplement d'être prêt.
qu'est-ce que vous faites s'il se passe ça? Et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites si on a un BTC qui vient chercher les 40-50 000 $? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là où, si vous vous préparez au pire, eh ben, vous êtes prêt. C'est pas pour ça que ça va arriver, mais au moins, si ça arrive, vous êtes prêt. Et croyez-moi que si là, on va chercher 40-50 000 $, qu'on a un Bitcoin qui prend encore un moins 45%, ce qui ferait à partir du point le plus haut ici, un moins 60%, beaucoup de gens ne sont pas prêts. Et beaucoup de gens n'auront pas le cash pour acheter ici, ils vendront à perte, et beaucoup, clairement, quitteront tout simplement le marché. Si vous partez du principe que le pire scénario peut arriver, même si c'est 5% de chance qu'il arrive, il peut quand même arriver, et ben vous êtes prêt et vous avez une stratégie. Donc à partir de ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Si le marché va à 40 000 $, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez du cash à disposition pour rentrer en position? Est-ce que vous n'êtes pas trop exposé actuellement? Est-ce que vous pouvez encaisser à nouveau un moins 50% sur votre portefeuille, sachant que les altcoins peuvent prendre à nouveau moins 60%? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Mais en tout cas, ça nous donne une bonne représentation sur le Bitcoin pour chercher à en accumuler sur du long terme. Et c'est en confluence avec d'ailleurs des niveaux, moi personnellement, qui m'intéresse. Le premier niveau 0,382 au niveau des 72 000 $, même si j'ai mis des ordres d'achat légèrement au-dessus, parce que je peux pas être sûr à 100% qu'on va chercher ce niveau-là vu que tout le monde en parle, et quitte à 2, 3, 4 000 $, je préfère quand même être exposé, même si je rentre légèrement plus haut. C'est pour ça que j'ai des premiers ordres qui sont faits exécuter ici. 0,382, on a le début ici de notre indicateur qui nous montre que on rentrerait dans ce nuage comme on a eu ici, comme on a eu pas mal de fois. Et ensuite, la prochaine zone 0,118 au niveau des 50 000 $. Là, on est proche du prix plancher de le coût de production du Bitcoin. Donc voilà, c'était un tweet très intéressant d'Asher. C'est vrai que je fais pas spécialement assez ce travail-là d'aller chercher des données comme ça aussi précises, alors que c'est très très intéressant. Je savais, moi en tout cas, de mon côté, que pour les mineurs pro, on est à peu près sur du 35-40 centimes, enfin du 3,5, 4 centimes environ. Et voilà, je ne savais pas que des mineurs non pro, des mineurs retails sont à 5 à 7 centimes. Donc voilà, en tout cas, ça nous donne une bonne représentation où ici, on se trouve sur un niveau assez important pour eux. Voilà, ça nous permet d'avoir, comme j'ai dit, une représentation graphique. Maintenant, au niveau de BTC sur du moyen terme, où on en était, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, c'est un peu similaire à hier. On est ici toujours sous ce niveau. Et c'est un niveau, on a break, je vous l'avais dit, si on réintègre, c'est pas très bon. Et pour moi, dans ce cas-là, si on réintègre, on a de grandes chances d'aller chercher ce creux-là et ce creux-là. Pour le moment, on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Là, on a à nouveau une petite tentative, on se fait rejeter. On a des moyennes mobiles qui sont plates. Si on commence à break ce creux-là, avoir des moyennes mobiles bien orientées à la baisse, ça pourrait accélérer les choses pour revisiter ces creux-là. Donc je reste méfiant à partir du moment où on a ici un tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance. Faut se souvenir que plus l'unité de temps est importante, plus elle a de la force, j'ai envie de dire, comparé aux unités de temps inférieures. Ça veut dire que un tunnel 4 heures est beaucoup plus puissant qu'un tunnel 15 minutes. Une pattern en W en weekly est beaucoup plus puissante qu'une pattern en W en 1 minute, par exemple. Automatiquement, plus l'unité de temps est importante, plus la structure, plus la pattern, plus le niveau de support est important. Donc moi, même si on avait ici une tentative de break, on avait des moyennes mobiles orientées à la hausse, quand je regarde comme ça la trend moyen terme, elle reste baissière. Donc je reste méfiant. J'ai toujours du cash prêt à exécuter, tout simplement, avec des ordres qui sont toujours sous ce creux-là. Et comme je vous l'ai dit, on a plus de chances selon moi d'aller revisiter ce creux-là que ce creux-là. Maintenant, ça me surprendrait pas de rentrer toujours dans une phase de consolidation. Pendant combien de temps, j'en sais rien, ça j'en parle depuis un moment. On a déjà bien consolidé et on a écrasé ici la volatilité. Si je mets ici un indicateur de volatilité, on voit qu'on a une baisse de la volatilité. Si je passe sur les unités de temps inférieures, voilà. On voit ici clairement une baisse de la volatilité, ce qui nous montre que automatiquement, quand on regarde comme ça l'amplitude des bougies comparée au dernier mouvement qu'on a eu à ce niveau-là, on a bien sûr ici une compression de la volatilité, ce qui fait pas plus de mal que ça, parce que la plupart des gens ici ont déjà capitulé sur le prix. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dégoûter les gens qui capitulent sur le temps avec un marché qui ne fait pas grand-chose. D'un point de vue order flow, on retrouve ici des fundings qui sont négatifs sur du court terme. Je vous rappelle, les fundings, c'est tout simplement, ça permet tout simplement de payer des frais en fonction de si on a des fundings positifs ou négatifs. En fait, les fundings ont été créés de base pour maintenir un prix du contrat perpétuel proche
du prix du contrat spot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous tradez sur le spot ou quand vous tradez sur les leviers, c'est deux contrats qui sont totalement différents, c'est deux carnets d'ordre différents, et pour maintenir un prix similaire, parce que le prix du contrat perpétuel doit être proche du prix du contrat spot automatiquement. Quand on a un écart, c'est ce qu'on appelle le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Donc ici, je prends tout simplement BTC USDT.P de Binance et je le soustrais par BTC USDT, et on voit qu'on a un écart de 33 $. Ça, on peut le voir ici. Là, on a BTC USDT Binance, si je dis pas de bêtises, et là, perpétuel de Binance. Et on voit qu'on a bien un écart de 33 $. Donc le fait d'avoir un funding, donc ça, avoir des longs qui payent des frais aux shorts ou des shorts qui payent des frais aux longs, le but c'est de maintenir ici un prix assez proche. Et quand on parle de funding fortement positif ou négatif, et quand on a un funding positif, c'est qu'on a des longs qui payent des frais au short, le fait de tenir vos positions, vous payez des frais de tenue de position toutes les 8 heures sur les contrats dérivés, sur les contrats perpétuels. Et quand vous avez un funding qui est négatif, c'est les shorts qui payent des frais au long. À partir du moment où on a un funding qui est négatif, souvent on peut partir du principe qu'on a beaucoup plus de gens qui shortent que de gens qui longent sur le marché. Ça, c'est l'interprétation, j'ai envie de dire, assez rapide qu'on peut faire. Mais voilà, en tout cas, ça nous montre que actuellement, on n'a pas énormément d'intérêt sur le marché. On voit également sur l'open interest. Si je regarde ici les liquidations, on voit qu'on est pareil dans une phase de contraction. Est-ce que je peux prendre des unités de temps un peu plus? Voilà, on voit bien que on liquide de moins en moins de monde, on a une compression ici sur les liquidations et potentiellement un futur mouvement qui arrive. Faudra surveiller la journée de lundi, c'est souvent le lundi où il y a le plus de volatilité. Souvent samedi, dimanche, il se passe pas grand chose, et ensuite c'est le lundi où on a souvent une forte bougie. Donc on verra comment le marché se comporte. Si on revient chercher notre extrémité basse, globalement, chercher des achats sur un bad range là vers les 80 000 $, ça peut être une bonne zone. On revient chercher 0,58 si on a déjà une première réaction acheteuse après la prise de ce creux là, ça peut être intéressant. La prise de ce creux là, ça peut être également intéressant, ça peut être des plans de trading qu'il faudra surveiller cette semaine. Actuellement, on est plutôt dans un schéma où je chercherai des shorts de mon côté, et invalidation des shorts que je cherche et même prise de position longue si on a une réintégration et qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Voilà de mon côté. Au niveau d'Ether. Ether, toujours une position qui est en cours. Pour moi, la charte est beaucoup plus intéressante sur Ether que BTC, et c'est là où des fois c'est pas facile quand on a comme ça des contradictions, c'est-à-dire un Ether qui propose ici un bottom alors que BTC ne propose pas de bottom, à break et à réintégrer. Lui, Ether n'a absolument pas réintégré. On voit qu'on a pullback et qu'on a tout simplement pullback, la value area high, le précédent haut de range, et qu'on a pour le moment une bonne réaction acheteuse. Dans tous les cas, c'est un trade que j'ai pris avec un risque beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que même si on est sur un bottom, on a quand même ici des moyennes mobiles qui sont orienté à la baisse. J'ai enlevé mes indicateurs, je vais les remettre. On a des moyennes mobiles ici orientées à la baisse, donc la tendance moyen terme, je ne sais pas pourquoi ça m'a changé de couleur, c'est pas grave, je la rechangerai après. On a ici notre tunnel 4 heures qui fait office de résistance, et automatiquement la tendance moyen long terme reste baissière. Donc c'est pour ça je préfère prendre un risque beaucoup plus faible sur ce trade là. Je vous rappelle, mon invalidation allait si on passe sous ici cette bougie impulsive, et j'aurai ici une invalidation si en H4 en 4 heures on clôture en dessous de ce niveau-là. Sinon sur Ether, pareil, on va avoir une clôture weekly qui n'est pas spécialement la meilleure clôture weekly qu'on a déjà eu. On reste dans une trend qui est baissière. Pour moi, on arrive sur des niveaux de bottom potentiellement intéressants sur Ether. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom. Faudrait rentrer dans une phase de latéralisation, et c'est ce que on va faire selon moi, rentrer dans un range pour potentiellement poser un bottom. En tout cas, après avoir eu un marché qui dégringole de moins 55%, qui passe d'une tendance baissière de décembre à ici mars, ça me surprendrait pas de rentrer dans une phase de latéralisation. Un signal puissant, ça serait quand même de réintégrer ce précédent range, la bande des 2200, 2300 $. On repasse au-dessus, on pullback, on pourrait être ici sur une déviation réintégration, et dans ce cas-là, si on réintègre un range, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Je peux mettre pour ça un volume profile. Hop. Alors, la value area low reste assez
assez haute quand même. Hein, techniquement, on veut réintégrer une value array low pour aller chercher la value array high. Maintenant, au vu du développement du volume, pour moi, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Voilà, de mon côté sur Ether, d'un point de vue order flow, on n'a pas spécialement de gros ordres d'achat qui sont en attente d'être exécutés. Ici, j'ai la représentation des carnets d'ordre de Binance Spot, Coinbase Spot et Binance Perpetual. On a ici quelques ordres d'achat qui sont en attente d'être exécutés, mais rien d'anormal comme on avait pu l'avoir eu dans le temps. Où ici, c'est vrai que le niveau des 2000$ reste pas mal short. On le voit bien. Alors, je vais essayer de rendre ça plus visible. Hop. On voit bien qu'on a ici, au niveau des 2000$, c'est un chiffron psychologique et souvent, les chiffrons psychologiques, c'est des niveaux où il y a pas mal d'ordres en attente d'être exécutés. On le voit bien ici, hein, 2100$, 2200$, 1800$, 1900$, c'est toujours des niveaux psychologiques intéressants où beaucoup de gens mettent des ordres d'achat, mais actuellement il n'y a pas spécialement d'anomalie de mon côté. Beaucoup moins en tout cas quand il y a des périodes comme ça de faible volatilité, c'est vrai qu'il y a moins d'opportunités comme ça du côté de l'order flow. Au niveau des altcoins, alors pas spécialement d'altcoins également qui sortent du lot. Ici j'ai un dashboard qui me permet d'avoir une représentation en daily, weekly, monthly sur un ensemble d'altcoins. On voit que on reste sur des cryptos qui ne font pas grand chose. On a même sur la Bitcoin dominance une phase de range ici, et globalement les altcoins restent corrélés au BTC, même s'il peut y avoir quelques anomalies, mais en tout cas pour les cryptos à forte capitalisation, là on est dans le top de mémoire, j'ai mis le top 20, un truc comme ça, le top 15, et ici j'ai jusqu'au top 50, on voit qu'il n'y a pas spécialement de grosses décorrélations, on a des cryptos qui ne font pas grand chose, même si je regarde ici en mensuel, on n'a pas des cryptos qui sortent du lot, par contre on a des cryptos qui corrigent pas mal, on voit INJ, STX, ici on a LTC, SUI, des cryptos qui ont pas mal corrigé. Alors, au niveau des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai QNT. QNT, il me semble d'avoir fait une analyse il y a pas longtemps, je vais quand même en refaire une, mais globalement, l'analyse va rester similaire. On est, voilà, c'est très simple, on est dans un gros range, d'accord, un range qui existe depuis 2022 avec ici une déviation par le haut. Ça c'est un bug, hein, on le prend pas en compte cette mèche là, mais voilà, une phase de latéralisation. On a pump, on est revenu chercher l'extrémité opposée, on s'est fait rejeter, classique, hein, la plupart des gens cherchent des achats sur l'extrémité haute, sur le haut du range, alors c'est plutôt une zone où on va alléger, on va prendre des profits, et on va chercher plutôt des achats sur une borne basse. On est revenu chercher ici la ligne de coup de cette pattern de retournement, on voit bien la structure ici en W, et on a eu, voilà, petite réaction acheteuse, on est en train de consolider, c'est pas pour ça qu'on pose un bottom. Ici, si je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a toujours les moyennes mobiles orientées à la baisse. On est dans une phase de range, on le voit bien, les moyennes mobiles court terme sont plates. On a le tunnel 4 heures qui est toujours orienté à la baisse. Maintenant, ce qui nous manque, c'est vraiment une inversion de notre dynamique. Ça serait bien d'avoir une clôture daily au-dessus des 80$. On aurait ici une pattern de retournement, et dans ce cas-là, on pourrait déjà revenir, pourquoi pas, chercher à ce niveau-là les 0,5 ou 0,118 de retracement de Fibonacci de cette impulsion. En tout cas, on aurait de quoi marquer un bottom. La localisation est bonne, là-dessus on est d'accord. Si je regarde le momentum, ça se voit qu'on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, que ça soit en daily, que ça soit même en 3 jours. On pousse ici à la divergence haussière, très visible. Un creux plus bas sur le prix et un creux plus haut sur l'indicateur. Donc ça nous montre tout simplement un affaiblissement. Vous voyez ici, pareil, tout le long, ici on a un affaiblissement. On voit, on fait des creux de plus en plus bas et sur l'indicateur des creux de plus en plus haut. Ce qui nous témoigne tout simplement un affaiblissement vendeur. Maintenant attention, c'est pas parce qu'on a un affaiblissement vendeur que ça y est, on va avoir une reprise du marché. Pourquoi ? Parce que des vendeurs faibles seront toujours plus forts que des acheteurs absents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très bien, on a des vendeurs qui sont faibles tout le long ici, c'est-à-dire qu'on a un affaiblissement au niveau du flux vendeur, pareil ici, sauf que si en face il n'y a pas d'acheteurs, des vendeurs faibles seront toujours plus forts. Et ce qui nous manque, c'est ici un réveil acheteur. Et ça va être témoigné par quoi ? Par une pattern de retournement. Quand on a une pattern de retournement, là ça nous indique, ok, dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. On valide ici une pattern de retournement avec théorie de dos, creux et sommet de plus en plus haut. Donc c'est-à-dire on inverse la dynamique qui était baissière avec ici par exemple AM top et des creux, des sommets de plus en plus bas. Et là, on a une réaction acheteuse. Et c'est ce qu'on veut pour se positionner, surtout quand on est comme ça sur un bad range. Et là, c'est ce qu'on aimerait voir, quelque chose dans ce style-là pour rentrer en position. On m'a demandé une analyse de cookies. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Eux, des fois, ils ont plus d'historique. Non. Je vais aller ici. Alors déjà, c'est lequel? Je pense que c'est lui. All. Ça existe depuis quand? Juillet 2024. J'ai pas plus de charts que ça. On n'a pas beaucoup de charts. On va sur ChartCoinTrader Pro. On met cookie. Et on cherche CoinMarketCap, cookie protocol. Je dois l'avoir ici. Hop. Je pense que c'est bon. Ça m'a pas l'air d'être lui. Alors, ça va être compliqué. Cookie DAO. C'est de ma faute. Est-ce qu'il me le trouve si je mets ça? Absolument pas. Bon. On va faire, je pense, sur... Sauf si c'est lui. Ça a pas l'air. Bon, on va faire ici. C'est pas grave. Quand on a comme ça très peu d'historique, c'est toujours compliqué, surtout qu'on est sur des cryptos avec une faible capitalisation. Parfait. Ça, j'aurais dû penser que Coin, ils ont toujours un bon historique. Bon, on est déjà sur une crypto à faible capitalisation. Hop, on le voit bien ici sur CoinMarketCap. On est sur un market cap de 58 millions. Attention, toute la circulating supply, enfin toute la supply n'est pas en circulation. On a ici que 44% à peu près de la supply qui est en circulation, c'est-à-dire qu'on a des jetons qui doivent être débloqués, des jetons qui sont bloqués dans des smart contracts. Ça peut être pour la team, pour la fondation, pour l'équipe, pour la trésorerie, pour les investisseurs privés qui vont être débloqués au fur et à mesure. Donc il peut y avoir une pression vendeuse là-dessus qui est à noter. Maintenant on est sur une faible capitalisation, donc oui, on peut avoir des mouvements beaucoup plus importants. On le voit bien ici avec une bonne hausse, c'est normal. Plus la capitalisation est faible, plus on peut s'attendre à des fortes impulsions. Automatiquement, moins de volume, moins de liquidité, c'est moins compliqué pour faire bouger un prix d'une crypto à faible market cap, et ça va dans un sens comme dans l'autre, parce qu'entre-temps on a pris un moins 84%. Sur une crypto comme ça, vous devez être extrêmement prudent. Déjà, commencez pas à faire du DCA sur ce genre de crypto, commencez pas à rentrer n'importe comment, commencez pas à hold ce genre de crypto. Pour moi ici, ce type de crypto, c'est on rentre, on a une structure, ça part pas dans notre sens, on passe à autre chose et on coupe. Le but c'est pas de ici avoir notre structure, on a une invalidation, c'est-à-dire on réintègre la structure ou carrément on la break et on se dit oh bah je vais hold, parce que ça c'est des cryptos sur le long terme qui ne performeront pas. Il peut y avoir des phases comme ça de pump and dump. Le but bien sûr c'est de se positionner avant le pump ou alors de trader le momentum qu'on a comme ça une forte tendance, c'est-à-dire que là on met des moyennes mobiles et on fait de la continuation de tendance sur les unités de temps plus faibles. On a comme ça une bonne dynamique haussière. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que les pullbacks, les rebonds, c'est intéressant. On voit bien que ça soit moyenne mobile court terme. Ici, à chaque fois qu'on a des rebonds, on a ici une bonne représentation pour faire la continuation de tendance. Ça déjà, c'est un premier point. Par contre, quelqu'un qui fait de l'investissement long terme, la meilleure chose à faire dans ce genre de chart, c'est surtout d'attendre un bottom qui sera posé au moment où on aura une phase de latéralisation. Vous voyez ici, phase de latéralisation, au moment où ça part, ok, là il peut y avoir une opportunité. Bah là c'est la même chose. On attend une phase de consolidation, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. On reste dans une trend baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Comme je l'ai dit, ce qu'il nous faut, c'est un bottom, un moment qui sera posé. Ça peut être ici, ça peut être plus bas, ça peut être à ce niveau-là, je ne sais pas. Dans tous les cas, patientez. Sur ce genre de crypto, patientez parce que vous pouvez rapidement vous prendre un moins 80, moins 90, moins 95, moins 99% sur des cryptos à aussi faible market cap. Et c'est listé sur Binance. Attention, Binance peut délister des paires. Des paires qui sont délistées par Binance, c'est immédiatement au moment de l'annonce un moins 50%. Et c'est une crypto qui tendra vers zéro sur le long terme. Surtout que elle n'est pas disponible. Elle est pas trop disponible sur d'autres exchanges. Non, c'est disponible sur Coinbase, ce genre de crypto, avec aussi peu de volume. On a combien de volume? 12 millions. C'est assez étonnant qu'une crypto à aussi faible market cap soit listée quand même sur Coinbase, BitGate, MarketX, Binance. C'est assez étonnant. Au plus haut market cap, là, on est monté à 200 millions, mais c'est ouf, hein. C'est rare quand même qu'une crypto à aussi faible market cap soit listée sur Coinbase, comparé à d'autres cryptos qui sont clairement pas du tout listés sur Coinbase alors qu'ils sont dans le top 50. Il y a des cryptos dans le top 50 CoinMarketCap qui ne sont pas listés sur Coinbase, qui ne sont même pas listés sur Binance. Donc je ne connais pas cette crypto. S'il y en a qui la connaissent, je regarderai peut-être plus tard ce que c'est, mais c'est assez intéressant. Voilà, au niveau de cookies.
Et dernière crypto, on m'a demandé Atom. Atom, moi, c'est une crypto que je surveille depuis longtemps, que je suis investi depuis longtemps. Pour moi, le fonds est très bon, sauf que je me rends compte que le prix ne suit pas. Ça c'est un premier point. C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi le prix ne suit pas. Il peut y avoir toujours une différence entre la valeur d'un projet qui augmente et le prix qui baisse. Et il y a des cryptos où c'est le cas. Même si je prends par exemple Ethereum, est-ce que sa valeur augmente avec le temps? Bien entendu, entre les mises à jour qui sont ajoutées, entre maintenant on a des ETF spot, et pourtant, quand je regarde, on est au même prix qu'en 2021. On est 4 ans après, d'accord? Donc, est-ce que entre temps la valeur a augmenté? Oui, pourtant le prix n'a pas spécialement augmenté. Donc déjà, des fois, il peut y avoir des incohérences entre la valeur et le prix. Après, la question, c'est peut-être on peut se poser que de base, c'est très surévalué. Et ça, c'est encore un autre débat. Maintenant, pour moi, Atom, c'est un gros potentiel dans le futur. J'en ai accumulé, mais je n'en accumule plus depuis un long moment. Mon dernier achat sur Atom, il doit être là vers les $10 ou non. Je crois que c'était ce bottom là. Et au contraire, j'ai arrêté d'en accumuler au moment où on a eu ici la réintégration et le break de ce creux là, parce que je me suis dit le fait d'avoir ici une phase de compression, qu'on break, qu'on repasse en dessous, pour moi c'est pas très bon et j'ai préféré. Alors j'en ai pas spécialement vendu, mais je l'ai mis de côté et j'ai arrêté d'en accumuler. Ce qui fait qu'à un moment où j'avais une forte exposition en Atom, le fait d'accumuler beaucoup plus d'Ether, beaucoup plus de BTC, de rentrer sur d'autres cryptos, et mon exposition en Atom a automatiquement baissé. Et actuellement c'est vrai qu'elle est assez basse, je dois être sur du 4-5% au niveau de mon exposition en Atom. Tout est mis en staking, je continue de bénéficier de certains airdrops. Franchement, j'ai un prix moyen vers les $9 si je prends le staking sur les années que je le fais depuis un moment, plus les airdrops, je dois être légèrement positif, voire à break-even, ce qui n'est pas bien sûr un bon investissement. Quand on voit la performance du Bitcoin maintenant, ça pourrait être bien pire. Mais voilà, c'est une crypto faible exposition de mon côté que j'ai considérablement réduite. Maintenant, d'un point de vue technique, on peut quand même faire ici une analyse. On est venu faire ici un creux plus bas, en tout cas pas en clôture, mais on a méché. On a une bonne réaction quand même sur Atom qui a noté, c'est qu'on a ici eu une prise de liquidité, réintégration assez rapidement. On est reparti très vite. Maintenant, on s'attaque à une résistance. On est actuellement bloqué ici entre deux bornes. Je peux mettre un volume profile, on voit bien qu'on a ici une répartition assez nette. On pourrait même voir ça comme une déviation et une réintégration de notre petit range qui est à ce niveau-là. On reste sur des niveaux bas, on reste sur des niveaux de support, vu qu'on est au niveau de notre précédente accumulation. Maintenant, un peu trop tôt ici pour parler de bottom, même si on a eu ici une structure de retournement, on reste dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ce qu'on aimerait voir, c'est à nouveau une structure de retournement qu'on pourrait avoir ici avec pourquoi pas une épaule, tête, épaule inversée, et on aurait un bottom un peu plus solide sur Atom, pourquoi pas dans une plus grosse structure. On ne l'anticipe pas, c'est un scénario qui est possible. Maintenant, comme je dis, je ne cherche pas à renforcer du Atom. Actuellement, en toute transparence, si je dois me concentrer sur 4 cryptos, je vous l'ai déjà partagé, BTC, ETH, Solana et Hyperliquid. Pour moi, gros projet sous-évalué. Gros projet sous-évalué qui a un potentiel, c'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment. Voilà, on est sur une charte qui est assez jeune, faut laisser la charte se développer, attendre des patterns de retournement, et pour moi c'est vraiment les 4 cryptos que je surveille sur le moment, tout en étant investi sur d'autres projets comme par exemple du Tao, du Chainlink et j'en passe. Mais voilà, là les 4 cryptos que je vous ai notés, ça représente une grosse partie de mon portefeuille. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, dites-moi en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.